Ok, alors pendant cette série de vidéos, on aura vu pas mal de trucs sur Arduino. Les composants, le développement et le matériel qu'il fallait avoir. Mais bref, aujourd'hui, on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu et réaliser un projet de A à Z. On va refaire le projet d'ordinateur de bord de ma fusée, mais on va réaliser un truc un peu plus pratique et apporter quelques modifications à l'ordinateur déjà existant. Mesdames, messieurs, petits et grands, bienvenue dans cette dernière de Sigarduino. Ouais, parce que j'estime qu'après ça, j'ai plus rien à vous apprendre. En tout cas, je serais pas légitime pour vous apprendre d'autres trucs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime bien bricoler des fusées. Et pour larguer le parachute, j'utilise un servomoteur relié à une carte Arduino. Comme c'est étonnant. Du coup, c'est ça que l'on va faire aujourd'hui. Pour larguer un parachute d'une fusée, et déjà, faut le faire au bon moment. Ouais, si vous vous amusez à larguer le parachute pendant l'accélération de la fusée, par exemple, vous risquez d'avoir quelques petits soucis techniques. Bon, vu que là, c'est des petites fusées qui volent pas trop haut, le bon moment, en fait, c'est à son apogée. C'est-à-dire le moment où elle est au plus haut. Et on a du bol, parce qu'une fusée, ça se comporte un peu comme une flèche. Normalement, une fusée va atteindre son apogée en s'inclinant. J'ai bien dit normalement. Une fois à son apogée, elle va être normalement parallèle au sol, ou quasiment parallèle au sol. Du coup, nous, notre but, ça va être de détecter cet apogée. Alors, on a plusieurs choix. Logiquement, on va s'orienter vers un composant qui indique l'altitude de la fusée. On n'aurait qu'à stocker l'altitude, la comparer à la précédente donnée stockée pour savoir si la fusée tombe et donc libérer le parachute. Mais il y a un petit problème. En fait, c'est que ces composants se basent très souvent sur la pression de l'air. En tout cas, j'en ai pas vu d'autres qui ne se basaient pas sur la pression de l'air. Déjà, premier problème, si votre fusée est hermétiquement fermée, la pression de l'air ne va pas évoluer dedans. Ça veut dire que votre donnée sera faussée. Il faudrait que le capteur soit à l'extérieur. Après, c'est rare d'avoir une fusée hermétiquement fermée. Et la mienne, c'est pas le cas. Deuxième problème, si votre fusée subit des turbulences ou des vents en altitude, ça risque de fausser les données. J'ai moi-même essayé avec un petit composant que j'avais qui mesurait la pression en pascal. Il faut savoir que la pression de l'air diminue plus on monte. Le souci, c'est que si on s'amuse à souffler sur ce composant pour simuler par exemple un coup de vent qui arrive sur la fusée, la pression de l'air augmente. À ce moment-là, l'ordinateur de bord pourrait penser qu'on se rapproche du sol, que la pression augmente. Donc du coup, il pourrait penser que la fusée est en train de tomber et larguerait le parachute alors on est en pleine montée. Ce qui serait un peu une catastrophe parce qu'une fusée qui accélère avec un parachute qui s'ouvre, elle fait n'importe quoi. Elle va se retourner, elle va arracher le parachute et ensuite on ne sait pas ce qui va se passer. Du coup, comme j'avais l'impression que c'était pas très fiable, j'ai voulu me baser sur autre chose. Alors, juste petit disclaimer, attention. Beaucoup de personnes qui font des fusées amateurs utilisent la pression de l'air pour tout ce qui est largage de parachute. Et ça marche très bien. Et ça s'explique parce que les scénarios que je vous ai expliqués sont quand même complexes à atteindre. Pour qu'il y ait un coup de vent qui atteigne le capteur, il faudrait par exemple qu'il y ait un courant d'air dans la fusée. Et normalement, c'est pas censé être le cas. Donc quand je vous dis que ça me paraissait pas très fiable, ça ne reste que mon avis. Ça n'enflète pas du tout l'avis de plein d'autres personnes qui font des fusées amateurs. Il existe même des kits sur internet qui utilisent ce genre de composants et ça marche très bien. Mais bref, sur quoi je me suis basé? Eh bien, sur l'inclinaison de la fusée. Il existe des petits composants qui permettent de calculer l'inclinaison de la fusée par rapport à un axe bien précis. On appelle ces composants des centrales inertiales. Et la nôtre s'appelle la MPU 6050. Alors, ce genre de composants sont très complexes. Du coup, je vais pas vous l'expliquer en détail ici. Au moins, je vous mets en description des sources qui vous permettront de mieux comprendre comment marche ce genre de composants. Bien sûr, c'est encore une fois si ça vous intéresse. D'ailleurs, c'est de ces sources que je tire une grosse partie de mon code qui fait voler ma fusée. Et on verra ça plus en détail tout à l'heure quand on verra le code. On a nos deux composants principaux. La carte Arduino Nano d'un côté et le MPU 6050 de l'autre. Maintenant, il nous faut un servomoteur pour l'éjection du parachute. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'image, mais ça, c'est la largeur de notre fusée, ok? Elle mesure 37 mm de diamètre. Pas grand chose. Du coup, il faut que notre servomoteur puisse rentrer là-dedans. Ce servomoteur doit être très compact, mais très compact. Je me suis donc porté sur un servomoteur que je possédais déjà, mais qui était le seul à pouvoir rentrer dedans, qui est le ES9051. C'est un servomoteur qui est vraiment petit. Pareil, pour les batteries, il me fallait une batterie suffisamment puissante, minimum 5 volts, pour alimenter la carte Arduino et aussi les autres composants, avec un petit peu d'ampères quand même. J'ai pris deux petites batteries 1S de 3,8 volts à peu près, que je mets en série pour atteindre la tension nécessaire pour allumer la carte Arduino. Avec les deux batteries mis en série, au max de leur capacité, on atteint à peu près les 9 volts et au minimum de leur capacité, on atteint une tension d'à peu près 7 volts. Donc parfait pour alimenter la carte Arduino. Aussi, autre chose, si vous utilisez des batteries LiPo dans vos projets, faites bien attention à ne jamais les vider complètement. Il existe des tableaux en fait avec les tensions minimum à atteindre. En gros, il faut savoir que si vous déchargez complètement une LiPo, elle ne marchera plus. Vous ne pourrez plus la recharger. Voilà, il me semblait
important de vous le préciser. Vous pouvez remarquer à la forme des batteries qu'elles sont parfaites pour rentrer dans la fusée, peuvent se faufiler dans des petits endroits, donc c'est nickel chrono. Voilà, du coup ça c'était pour le gros des composants. Bien sûr vous aurez la liste complète des composants en description avec des petits liens affiliés Amazon pour bien khalas. Bien khalas. Alors là vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais on a fait un gros travail en fait qui est de faire le travail de choix technique. En gros quand vous aurez des projets à réaliser chez vous, la plupart du temps vous aurez plusieurs solutions et il faudra faire des choix selon la solution qui sera la mieux adaptée pour vous, que ce soit d'un point de vue monétaire ou d'un point de vue logistique par exemple. Ici nous on avait le choix de capter l'altitude ou de capter l'inclinaison de la fusée, et ben on a décidé de capter l'inclinaison de la fusée. Ça typiquement c'est un choix technique. Pareil pour le choix du servomoteur ou pour le choix des batteries. Maintenant qu'on a les composants et qu'on a fait tous nos choix techniques, on va pouvoir passer au test de tout ça. C'est parti. Alors là, vous vous rendez pas compte, mais en fait, je suis en train de monter l'épisode et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous filmer cette séquence. Alors, comme vous pouvez le voir, tout est déjà monté et c'est logique. J'avais un peu la flemme de devoir tout monter devant vous en live. Ça prend un temps fou de faire un petit truc comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais directement tout monter d'un coup et qu'après, je démonterais pas à pas le truc et je mettrais ça en inversé pour vous faire croire que je le monte en temps record au début. Vous me direz si vous êtes fait avoir. Mais bon, bref, parlons de ce système. Comme vous pouvez le voir, au centre, il y a la carte Arduino qui est reliée au MPU 6050 qui est juste ici, donc grâce à une liaison I2C, on verra ça en détail tout à l'heure. On a nos deux batteries qui sont ici, on a le bouton pour désarmer la sécurité qui est ici, et on a le switch qui démarre tout qui est ici. Comme vous pouvez le voir aussi, les deux pins qui permettent de connecter les batteries font un peu la gueule et c'est normal, ils sont pas censés être connectés à une lab deck, donc il faut un peu que j'étende pour que ça puisse marcher. Donc tout ça est relié à notre servomoteur qui s'active théoriquement si le capteur qui est ici s'incline plus bas que la ligne d'horizon. Ce qui est déjà le cas en réalité, hein, il est déjà un peu penché vers l'avant, ce qui signifie que là, il est très légèrement en dessous de la ligne de l'horizon. En sachant aussi que dans la fusée, bah, il est censé être à la verticale comme ça. Bon, je vais pas faire sinon les batteries vont se casser la gueule, mais bref, il est censé être comme ça dans la fusée. Ok, donc du coup, on va démarrer tout ça. Je vais juste refaire vite fait la connexion. Donc, dès que j'appuie sur le switch, hop là, tout se démarre. Donc ici on a pu voir la LED de la carte Arduino se démarrer. Ah oui, vous avez pas pu la voir. Et la LED verte du MPU qui s'est allumée. Alors si la LED du MPU change de couleur, verte ou rouge, c'est normal. Parce que j'en ai de différentes versions qui ne sont pas des versions officielles. Tout comme mes cartes Arduino qui ne sont pas des versions officielles. Donc ça peut arriver que les LED changent de couleur. C'est pas du tout un problème. Soyez pas étonnés si sur un rush il y a une LED verte et si sur un autre rush il y a une LED rouge. Alors comment marche ce système? Donc on a notre carte Arduino qui est ici, qui est connectée à notre MPU. Ce que fait la carte Arduino, c'est lire les informations que lui renvoie le MPU, ou plutôt il les traite. Grâce à un petit calcul, on peut connaître notre inclinaison face à l'axe horizontal. Donc c'est juste une valeur. Si elle est négative, ça veut dire qu'on est en dessous. Si elle est positive, ça veut dire qu'on est au-dessus de cet axe. Et donc là, théoriquement, il est censé nous lire des informations qui sont au-dessus. Pour le moment, le système ne fait rien parce qu'on n'a pas désarmé la sécurité. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc la carte Arduino est aussi câblée sur ce bouton pour savoir si on appuie dessus. Et au moment où on appuie dessus, hop là, vous avez pu voir le servomoteur réagir. Une fois qu'on appuie dessus, il y a une des LED au centre là qui s'est mise à clignoter. Donc là, ça nous signifie que le système marche bien et que la fusée est prête à tirer parachute s'il faut. Donc si on incline un peu trop le servomoteur, hop là, il réagit tout de suite et il s'active. Donc là, ça signifie qu'on a éjecté le parachute. Et si on le remet en position, tout se remet en position. Autre chose, vous remarquez aussi que ce système ne marche pas avec un ordinateur à côté. Et c'est logique, en fait, on utilise des batteries pour ça, donc on les a connectées au pin VIN qui est ici, et qui est tout au bout de la carte Arduino. Et on alimente la carte Arduino grâce à ces deux batteries. Le servomoteur, quant à lui, est alimenté par juste une des deux batteries et relié à la masse directement des deux batteries. Donc ça veut dire qu'il y a une des deux batteries aussi qui se vide un peu plus vite que l'autre, mais bon. C'est vraiment négligeable parce que tant qu'on force pas sur le servomoteur comme ça, ne consomme pas tant que ça. Donc si vous voulez reproduire ce schéma, c'est simple, il va s'afficher à l'écran et vous l'aurez aussi dans les sources en description. Et oui, ça y est, c'est fini le temps où je vous prenais par la main et je vous montrais pas à pas comment monter ça. Maintenant vous êtes capable de vous démerder tout seul, comme des grands. Et ça y est, on va passer à la suite de la vidéo. Alors je sais, en voyant les commentaires en anglais, vous devez certainement vous dire que tout ce code n'a pas été écrit par moi. Et c'est bien le cas. En fait, je l'ai volé à l'exemple qui était présent dans la bibliothèque qu'on va utiliser pour faire fonctionner le MPU 6050. Tout simplement parce que ces composants sont très complexes à faire fonctionner. Il y a tout un tas de fonctions, de méthodes et d'objets qu'on n'a jamais vu et je vais pas me complexifier la vie à tout vous expliquer. Mais pareil, le code est mieux expliqué dans les sources que vous aurez en description. Néanmoins, si vous cherchez juste à construire une fusée et avoir l'inclinaison de celle-ci, pas la peine de voir tout le code en détail. Tout ce que je vais vous expliquer ici sera amplement suffisant. En fait, en règle générale, quand vous faites appel à des composants
composant complexe, vous allez très souvent avoir des exemples dans la bibliothèque qui vous est fournie avec ce composant. Et la plupart du temps, vous allez vous baser tout simplement, vous greffer sur le code qui existe déjà, par question de simplicité. Pareil, quand vous cherchez à reproduire aussi ou à faire un projet qui existe déjà, vous allez très souvent tomber sur du code sur internet qui vous sera très utile. Et donc à ce moment-là, vous aurez plus qu'à faire un travail d'adaptation et d'optimisation du code pour votre projet. Donc très souvent, ça se passe comme ça et c'est très commun de récupérer du code qu'on trouve à droite à gauche quand on crée des projets et c'est normal. Mais bref, passons. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Et bah en gros, tout en haut déjà, on appelle les bibliothèques. Souvenez-vous, ce qu'on avait fait avec les servomoteurs. Donc d'ailleurs, on fait appel à la bibliothèque des cerveaux, donc cerveau.h. On fait aussi appel à i2cdev.h et MPU 6050, donc la bibliothèque qui va nous permettre de faire marcher notre composant. Vous vous demandez peut-être que c'est I2C. En fait, les liaisons I2C, c'est des sortes de protocoles de communication entre différents composants très utilisés en Arduino. Donc la liaison qu'on utilise entre le MPU 6050 et la carte Arduino est une liaison I2C. C'est important que vous connaissiez le nom. Après, est-ce que c'est intéressant d'aller vraiment en détail dans ce protocole de communication? Pas vraiment. Donc tout ce qu'on set ici, nous, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va surtout compter, c'est le code que j'ai ajouté justement à ça. Donc au tout début, on va retrouver un setup bouton qui est ici. Le setup bouton, ça permet de configurer le bouton qu'on a mis sur la carte pour activer ou non la sécurité. Ici, on l'a mis, donc on a juste créé une variable qui s'appelle bouton et qu'on met à false. En gros, ça signifie que le bouton, à ce moment-là, n'a toujours pas été cliqué. On va aussi avoir un petit setup cerveau, donc ça permet juste de créer l'objet cerveau qu'on va utiliser par la suite pour notre servomoteur. On retrouve aussi un setup bouton, c'est un pin mode 4 input pull up, donc rappelez-vous, on l'avait vu ça. Donc en gros, on dit juste que notre bouton sera branché au pin 4 et fera la liaison entre la masse et le pin 4. La carte Arduino pourra détecter quand est-ce que le bouton est ouvert ou fermé. Nous, notre bouton poussoir, quand on n'y touche pas, il est en position ouverte, c'est-à-dire que le courant ne passe pas, et quand on appuie dessus, il est en position fermée, donc le courant passe. C'est ça qu'on va détecter, le moment où on appuie dessus. On a un serial begin 115 200. Le serial begin, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un retour d'information sur notre ordinateur. En gros, on démarre une communication qui a 115 200 bauds. On va se retrouver bien plus bas dans le code qu'à la fin du setup. On va retrouver donc à nouveau un setup cerveau. Donc là, on attache le pin 5 de la carte Arduino sur notre cerveau. Donc ça signifie que notre cerveau prendra ses ordres depuis le pin 5. Donc ici, on peut retrouver un pin mode LED pin output. C'est ce qui va nous permettre d'allumer ou éteindre la LED qui est sur la carte Arduino. D'habitude, ici, vous avez l'habitude de voir un chiffre quand on utilise pin mode. Et là, on utilise LED pin qui signifie juste qu'on va utiliser la LED qu'il y a sur la carte Arduino. Après, on se retrouve dans le code. Donc pareil, dans le code, il y a tout un code que moi, personnellement, je ne vais pas définir ici. Le composant qu'on utilise va nous renvoyer une valeur et on la calcule ici, cette valeur, dans une variable qui s'appelle var. Dans cette variable, en fait, on va faire un calcul qui va nous permettre de récupérer une valeur qui est l'inclinaison de notre fusée sur l'axe horizontal. Si notre fusée est parallèle au sol, c'est-à-dire qu'elle est parallèle à l'axe horizontal, la valeur sera à 0. Si notre fusée est au-dessus, ce sera une valeur positive. Si la fusée est en dessous, ce sera une valeur négative. Donc ici, on récupère cette valeur, on la calcule, et ensuite, on va l'afficher. Donc on va la nommer θ. Alors pourquoi θ? C'est juste le nom qui était donné dans l'exemple, voilà, je ne l'ai pas changé. Et ici, on va avoir notre variable que l'on affiche. Donc ça veut dire qu'on a un retour des informations et qu'on peut l'afficher sur notre ordinateur. Alors c'est pratique quand vous aurez votre système sous la main pour voir s'il fonctionne bien. Ça va vous permettre de checker en temps réel si les informations lues sont bien interprétées. Après ça, on va avoir une série de conditions ici qui va nous permettre de savoir si on ouvre ou non le parachute. Donc on va checker deux choses. On va checker et l'état de la variable et l'état de notre fameux bouton dont j'ai parlé tout à l'heure. Si notre variable est en dessous de 0 et que le bouton est à trou, ça veut dire qu'on a déjà cliqué sur le bouton. Et bien à ce moment-là, ça signifie que la fusée commence à descendre. Elle doit avoir cette gueule-là à ce moment-là. Elle est juste en dessous de notre ligne horizontale. Et bien ça signifie qu'il faut ouvrir le parachute à ce moment-là. À ce moment-là, on va faire juste un serial print ouvert. Encore une fois, c'est juste pour checker quand vous testerez chez vous. Vous pourrez voir à l'écran ouvert, ce qui signifie que le servomoteur s'activera. Et justement, on va faire bouger notre servomoteur. Donc on va le mettre en position 100 et on va mettre un petit délai 100 juste pour lui laisser le temps d'aller jusqu'à la position. Il lui faut bien moins de temps que ça, mais voilà, ça permet juste d'être bien en position et donc de bien ouvrir le parachute. Donc si cette condition n'est pas vérifiée, on va faire un else if. Si ça c'est faux, on va rentrer dans ce cadre-là. Donc si la variable est au-dessus de 0, donc est positive, et que le bouton est à trou, et bah on va afficher un fermé et mettre le servomoteur en position 0. Donc ici j'ai commenté fermeture parachute. Et pareil, on va faire un petit délai 100. Alors j'aurais pu très bien écrire ça, puisqu'à ce moment-là, en fait, on s'en fiche si le bouton est allumé ou non, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, si notre variable est supérieure à 0, et ben ça signifie qu'on ouvrira, quoi qu'il arrive, jamais le parachute. Ce qui compte ici le plus, c'est que bien notre variable est en dessous de 0. Donc
voilà pour cette petite partie de code, ça c'est le plus important. Ici on va voir ce qui va nous permettre de vérifier si on clique bien sur le bouton. En fait ici on va juste vérifier si Digital Read est à false. Donc si on est en train d'appuyer sur le bouton, rappelez-vous c'est relié à la masse. S'il est bien connecté à la masse, ce qu'on va faire c'est mettre le bouton à trou, validation de l'armement de la parachute. C'est à ce moment là que la LED va se mettre à clignoter. Et c'est à partir de ce moment là où si on incline trop la fusée, bah ça va s'ouvrir. C'est grâce juste à ce petit code que le petit bouton que l'on a sur notre carte Arduino permet d'être fonctionnel. D'ailleurs ici on a le système qui fait clignoter la LED. Donc si le bouton est à trou, on va faire un Digital Write LED pin, comme on a vu tout à l'heure, à trou. Donc là on allume la LED, tout simplement. Donc on signifie à l'utilisateur par la même occasion que le parachute est prêt à être tiré. Voilà, c'est pas très compliqué comme code, mais ça a le mérite de fonctionner. Il y a quelques petits trucs qui pourraient être optimisés. Mais bon, ça marche comme ça, je le laisse en état, comme ça. Avoir un système qui marche, c'est déjà cool. L'optimiser peut-être si on rajoute des composants. Voilà, le système marche. Est-ce que c'est fini pour autant? Non. On a dit qu'on ferait un projet de A à Z. Il faut donc faire une réalisation physique de ce truc. Pour ça, on va faire appel à des circuits imprimés et de l'impression 3D. Ok, en premier, le circuit imprimé. Comme vous pouvez le remarquer, sur notre système, il y a plein de câbles dans tous les sens. On pourrait très bien faire une réalisation physique avec tous ces câbles qui vont dans tous les sens. Le souci, c'est que les câbles du pont, question solidité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, très souvent, j'utilise des circuits imprimés. Alors, un circuit imprimé, c'est une plaque de cuivre sur laquelle on va graver des pistes qui vont remplacer les câbles électriques et on va directement souder les composants sur cette plaque. Ça permet d'avoir un résultat très solide. Des circuits imprimés, on en retrouve dans tout. Il existe différentes versions avec plein de concepts différents, du multicouche, mais on va pas voir ça en détail. On va juste s'intéresser à des circuits imprimés simples que vous pouvez réaliser chez vous avec quelques machines ou vous pouvez faire imprimer par d'autres professionnels. Donc, pour les PCB, pour les circuits imprimés, moi j'utilise Easy EDA. Alors c'est juste en fait un logiciel sur lequel vous allez pouvoir faire vos schémas électroniques et aussi vos PCB, donc vos circuits imprimés tout simplement. En premier, ce que je fais sur n'importe quel projet, c'est créer un schéma. D'ailleurs, je vous conseille grandement de le faire parce que sinon vous risquez vite de vous emmêler les pinceaux. Par la même occasion, vous pouvez voir d'où viennent les schémas que j'utilise dans mes vidéos. La chose à faire pour créer un schéma, déjà c'est de créer un projet, et ensuite une fois que vous avez créé le projet, vous faites un clic droit dessus et ensuite vous faites un new schéma. À ce moment-là, vous pourrez juste créer un schéma ici. Vous aurez aussi dans librairie donc tous les composants que vous pouvez utiliser. Par exemple là c'est une carte Arduino qu'on peut directement utiliser. Donc par exemple ici, là c'est un composant que j'ai créé qui est une carte Arduino et que vous pouvez mettre où vous voulez et ensuite relier les pins. Il existe plein de composants différents que vous pouvez utiliser avec Easy EDA. Typiquement le MPU 6050, j'ai retrouvé exactement le même dans la librairie. Une fois que vous avez fait votre schéma, vous pouvez directement le transformer en PCB. Néanmoins, faites très attention, parce que si vos composants ne sont pas exactement les mêmes que ceux que vous allez avoir chez vous, il existe par exemple plusieurs types de MPU 6050 qui vont pas avoir le même nom, mais qui font exactement la même chose, et les pins ici ne vont pas être dans le même ordre. Là ça peut être un gros problème, puisque les liaisons qui seront faites ne correspondront pas aux liaisons qui seront sur vos composants à vous. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, faites très attention si vous faites automatiquement un routing et si vous générez automatiquement les PCB depuis vos schémas, ça peut faire bobo. Moi personnellement, je préfère faire moi-même mes PCB, et pour ça, il suffit juste, donc pareil, de faire un clic droit sur le projet et de faire un new PCB. Sinon, on l'a déjà fait. Tac. Donc ça, c'est le schéma du circuit imprimé de mon ordinateur de bord. Donc ici, on retrouve les pins qui me permettent de brancher mon MPU 6500. Ici, on a des pins qui permettent de brancher la carte Arduino. Ici, c'est les pins qui me permettent de brancher le petit bouton de validation. Là, on va retrouver les pins qui permettent de connecter le servomoteur. Ici, on va avoir les deux séries de pins qui permettent de connecter les batteries. Et ici, on va avoir les pins qui permettent de mettre le switch. Alors, pour réaliser des PCB, en fait, c'est assez compliqué. Il faut savoir que on n'apprend pas à réaliser des PCB en un claquement de doigts. Ça s'apprend un petit peu, ça demande un peu de technique. En ayant une bonne journée, vous pouvez savoir comment faire vos PCB. C'est pour ça que je vais pas vous faire un tuto complet sur comment réaliser ces trucs-là. Il faut juste savoir deux choses. La première, c'est de faire très gaffe quand vous faites vos PCB. Il y a différentes choses à savoir, comme par exemple la largeur des pistes, selon la machine que vous avez utilisée pour graver, et aussi le type de bouton, si vous en voulez des ronds, des carrés. Moi je préfère carré parce que ça s'imprime mieux. Deuxième chose, quelquefois on est obligé de chevaucher les pistes. Par exemple, si vous remarquez que ces deux pins, en réalité doivent être connectés. C'est ce qui permet de connecter la masse qui se retrouve ici sur la carte Arduino. Et nous, on va connecter ces deux pins en chevauchant cette piste avec un autre composant. Ça, c'est très fréquent sur les PCB parce que sinon, vous seriez obligé de faire plein de couches pour rien, juste pour pouvoir chevaucher des pistes. En fait, le routing entre certaines pistes n'est pas possible. Et oui, voilà, c'est ça la deuxième chose sur laquelle je veux vous embarquer, c'est que le routing, là, le fait de relier chaque point à un autre point, ça peut se transformer en une véritable galère si vous ne savez pas vous y prendre. Donc il existe des systèmes de routing automatique aussi avec Easy EDA, mais pareil, encore une fois, c'est si vous êtes sûr que sur votre schéma vous avez exactement les bons composants. Donc
faites très attention. Voilà, une fois que vous aurez votre schéma qui est réalisé pour votre projet, ici on va pouvoir cliquer sur File, Generate PCB Fabrication File. Voilà, à ce moment-là, il va vous générer votre circuit imprimé, donc voilà à quoi il va ressembler. Et ici, il vous propose tout simplement de l'acheter. Donc là, il vous dit que le prix est de 5 $ et que vous seriez livré en à peu près 3 à 7 jours. Donc oui, en fait, EasyUDA vous permet aussi d'acheter vos circuits imprimés, donc si vous n'avez pas de machine pour les graver, ce qui est quand même vachement pratique. Vous voyez, je me rends compte que je fais une pub gratos pour EasyUDA au passage. Mais bon, tout le monde l'utilise. Mais voilà, si vous voulez faire vous-même vos circuits imprimés chez vous, bah vous pouvez le faire avec EasyUDA. C'est quand même vachement pratique. Si vous avez une CNC, vous allez pouvoir aussi directement récupérer les gerbeurs qui vous permettent d'imprimer chez vous via CNC votre circuit imprimé. Moi, c'est ce que je fais. Pareil, pour imprimer depuis des gerbeurs via une CNC, il faudra utiliser un autre logiciel qui s'appelle Flatcam. Mais comme je suis un mec sympa, je vais vous mettre en description un tuto pour savoir comment passer de vos gerbeurs à un G-code fonctionnel pour CNC. Voilà, je sais que c'était vu d'assez loin, mais en même temps, EasyUDA et Flatcam, tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont quand même complexes à manipuler. Donc je ne peux pas vous faire un tuto en détail. Néanmoins, vous savez que ça existe et que si vous voulez faire vos circuits imprimés, bah, c'est complètement possible et que c'est cool. Maintenant que l'on a notre circuit imprimé qui est imprimé, on va pouvoir passer au montage final. Juste avant de tout monter, on va faire un petit récap de tous les composants que je vais utiliser. Donc on a une Arduino Nano, un MPU 6050, deux batteries compactes 1S, un bouton poussoir, un bouton coulissant, deux fiches JST femelles pour les batteries, des fiches Dupont droites et aussi des fiches Dupont tordues, du matériel pour souder, du papier toilette, du dentifrice, une brosse à dents et un grand paquet de macaroni au fromage. Et bah c'est parti. Ok, donc la première chose que je fais quand j'ai mon PCB déjà, ça va être de couper le surplus, donc toutes les parties qui sont ici dont on veut pas. On a délimité notre PCB tout autour grâce à une ligne. Normalement avec les fichiers gerbleur que je vous ai envoyés, vous pouvez faire ce contour. Donc du coup, moi je vais directement le retirer. Vous pouvez aussi le retirer avec la CNC, moi je le fais pas parce que je considère que ça prend beaucoup trop de temps pour pas grand chose, alors que ça peut se faire à la main. Ok, alors voilà, grosso modo, on a retiré le surplus du PCB et tout ce que vous pouvez voir ici, le surplus, ou soit vous pouvez le retirer avec un petit couteau en faisant attention, ou soit vous pouvez le retirer au Dremel, donc histoire d'aller un peu plus vite et d'éviter de laisser la CNC travailler pour rien. Bon, j'ai la flemme de finir à la pince, donc du coup, je vais utiliser le Dremel pour aller plus vite. C'est parti. Ok, alors là normalement c'est bon, vous pouvez voir que c'est devenu vachement lisse au niveau des côtés. Et on peut tout de suite tester avec un corps d'ordinateur de bord. Donc on va essayer ça tout de suite. On va regarder si ça fit correctement. Tac. Si ça fit pas, on peut recommencer. Et ben voilà, ça fit nickel. Donc on va poursuivre comme ça. Donc ce qui compte à affiner, c'est surtout les côtés, le haut et le bas, on s'en fout un peu plus. Du moment que ça prend pas plusieurs centimètres de hauteur, ça rentrera dans la fusée. Maintenant qu'on a utilisé le Dremel, va falloir passer une fine couche de papier de verre sur la plaque, histoire de la laver un peu, retirer les impuretés qui peuvent y avoir à la surface, retirer aussi les petits fils de cuivre qui ont pu être laissés par la CNC et surtout faire en sorte que l'étain accroche correctement à la plaque. C'est parti. Voilà, la plaque est légèrement poncée, ça peut se voir dessus. Ça va suffire largement pour que l'étain accroche. En plus avec la pâte à flux, ça va grandement nous aider. Ok, donc maintenant on va passer à la soudure. Alors pour la soudure, c'est pas très compliqué. Moi ce que je commence par faire, c'est souder les pins qui vont nous permettre d'accrocher la carte Arduino sur la plaque. Donc c'est à dire que on va parler des pins, donc attendez, je vais vous mettre la carte Arduino à côté pour que vous puissiez voir en France. On va commencer du coup par souder les pins qui vont permettre de connecter la carte Arduino. C'est-à-dire les pins qui sont ici, donc ici il y en a 3, et les pins qui sont ici, et là il y en a 5. Donc là il y en a 2, et là il y en a 1 et 1. On va préparer tout ça avec les petits ports Dupont. C'est parti. Voilà, les pins Dupont sont prêts. Moi ce que je fais ensuite, c'est que je les renfonce, que ça soit plus pratique par la suite à utiliser. Une fois renfoncés, on va pouvoir les placer sur la carte. Donc ok, maintenant que les pins sont placés, je vais mettre un peu de pâte à souder pour que ce soit plus facile à souder. Bien sûr, si vous en avez pas, c'est pas grave, ce sera juste un petit peu plus difficile de souder. Préparez aussi en avance un petit torchon, un petit truc pour essuyer en tout cas, éviter que la plaque s'oxyde. On va pouvoir passer à la soudure maintenant. Vous faites bien chauffer votre fer à souder à l'avance, et c'est parti. Hop, là j'ai un peu bavé par exemple, et du coup je vais utiliser une pompe à dessouder. Un peu beaucoup bavé. Voilà, c'est plus connecté. Et on poursuit la soudure. Après ça, je soude le MPU 6050. Donc faites bien attention au sens. Hein. Faites bien en sorte qu'il soit branché de manière à ce qu'il pointe vers le haut. Sinon vous allez le brancher à l'envers et il va pas marcher du tout. Donc vous aurez un peu gâché votre matériel pour rien. D'abord, je vais le souder
au MPU avec la troisième main et ensuite sur la carte. Composants soudés. Je me suis un peu chié sur la soudure de ce composant, mais bon, ça va passer. Non, on va le souder à la carte directement. Tous les pins ici qui sont reliés à rien, vous n'êtes pas obligé de les souder. Après, vous pouvez les souder par question de solidité, mais c'est vraiment pas nécessaire. Faites juste gaffe à ce qu'ils ne se mettent en contact avec rien d'autre sur la carte. Ça y est, c'est soudé. Il va nous rester à souder les petits composants ainsi que la carte Arduino. On va souder en premier les pins du switch qui va permettre de démarrer la carte Arduino, ensuite les pins qui vont permettre de brancher les batteries, et ensuite le bouton qui se met juste ici qui permet d'activer le servomoteur. Donc commençons par le switch. Alors le switch, il faut faire une petite manipulation un peu à la con, c'est-à-dire que les switches qu'on a souvent dans le commerce font contact entre les pins extérieurs et le pin intérieur. Quand vous basculez l'interrupteur vers l'avant, en fait il va faire le contact entre le pin qui est à l'avant et le pin du centre, et quand vous basculez l'interrupteur vers l'arrière, il va faire le contact entre le pin du centre et le pin de l'arrière. Nous c'est pas ce qu'on veut parce qu'on a besoin de chevaucher une piste. Et donc pour ça, ce que je fais, c'est que je rabats celui du centre et je le rabats vers la gauche ou la droite au choix. Ça nous permet d'avoir un switch on-off entre ce pin là et ce pin là. Il suffit juste de faire un tout petit point de soudure avec le pin central et un des deux autres pins. Et voilà, opération toute bête à faire. Du coup, visiblement, c'est un petit peu moins propre parce qu'il dépasse, mais au moins, ça fonctionne. Après, quoi qu'il arrive, je vous conseille de le tordre un peu sur le côté, ça vous permettra d'économiser de la place. Donc c'est bon, je viens de faire les tests avec le multimètre, j'ai branché les deux batteries aux deux pins pour voir s'il n'y avait pas de court-circuit, ils sont aussi branchés dans le bon sens. Donc le plus qui va vers le pin VIN qui est ici et la masse là qui est bien reliée à la masse. Donc tout roule. Maintenant que l'on a branché du coup les pins, le switch, l'accès pour le servomoteur ainsi que le MPU 6050, on va pouvoir passer au branchement de l'Arduino, donc à la soudure de l'Arduino sur la carte. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir souder le petit bouton qui est ici. Déjà, faites bien gaffe au sens de votre bouton, à pas vous bourrer de sens, à pas le mettre à l'envers sans faire exprès. Il faut savoir que ces petits boutons contactent les pins qui sont de ce côté sur ce côté-là. Donc ce pin-là et ce pin-là sont indépendants de ce pin-là et de ce pin-là. Donc quand on appuie, donc ces deux sont reliés. Oupsie. Et ces deux-là sont reliés. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il suffit juste que deux pins soient reliés pour que ça marche. Les deux autres sont reliés à rien du tout. C'est juste pour que ce soit un peu plus joli. Que j'ai laissé des trous, mais bon, je me suis bourré et il y a un trou en moins. Donc on va juste retirer un des deux pins qui est ici, on va le couper directement avec une pince. Hop là. Soudé. Donc maintenant que le bouton est soudé, il n'y a plus qu'à relier la carte Arduino au reste. La carte Arduino. Pareil, faites bien gaffe à ce qu'elle soit bien droite et plate sur le reste du PCB pour avoir un résultat pas trop dégueu. Ok, donc après avoir survécu à pas mal de péripéties, ça y est, notre ordinateur de bord est prêt, on va pouvoir faire son premier test. Donc juste un test pour voir s'il n'y a pas de court-circuit et que tout fonctionne correctement. Donc on va brancher les batteries et juste l'allumer, voir ce qui se passe. Pas de court-circuit, et quand j'appuie sur le switch, tout se démarre correctement. Et donc là vous pouvez voir la petite LED clignoter, c'est le programme de base Arduino. Quand on démarre une Arduino, les LED se mettent à clignoter 3 fois normalement. Ah non, c'est un peu plus. Bon bref. Tout fonctionne correctement. Voilà, on en a fini avec les 6 Arduino et ça me fait bizarre. Pour ceux qui attendent l'assemblage final de la fusée, on fera ça dans un autre épisode parce que là ça allait faire un peu dense. Désolé pour ceux qui sont pressés. Je sais qu'il y en a pas mal qui reproduisent ça et qui ont envie d'aller le plus vite possible, donc je vais faire ça au plus vite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi régulièrement cette émission. Ça a été une véritable galère à faire, mais je suis plutôt fier de l'avoir fait. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer les bases de la programmation, et aussi que réaliser des petits projets chez soi, c'était pas compliqué. Ça demande juste un peu de travail, mais c'est faisable. D'ailleurs, je sais pas si je l'avais précisé, mais les bases de la programmation que vous avez acquéries avec ces épisodes, d'ailleurs, je sais pas si je vous avais dit, mais les bases de la programmation que vous avez peut-être acquéries grâce à ces vidéos peuvent vous être utiles dans un tas de domaines différents. En gros, les
bases restent les mêmes dans tous les langages du monde, les conditions, les boucles, tout ça, vous retrouverez ça dans tous les langages du monde. Ce sera peut-être sous une forme un peu différente, mais les concepts, vous les avez et vous pouvez clairement faire maintenant du web, des jeux vidéo ou plein d'autres trucs. Il suffit juste d'apprendre le langage utilisé pour créer un truc en particulier. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker et partager, ça me fait hyper plaisir. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, ça me fait vraiment super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. C'était Sig pour la dernière de Sig Arduino et je vous dis à plus. Ouais, y a pas à dire, ça fait bizarre.